Face à face, le podcast de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège. Les scientifiques sont tous d'accord, c'est unanime que l'élevage en cage, dans des cages toutes petites, ça crée de la souffrance. Le fait d'être dans des immenses groupes de milliers de personnes, ça dérègle complètement le tissu social, et ça fait qu'en fait elles vivent en permanence dans une anxiété sociale, comme nous si on devait vivre dans une fosse de concert remplie toute notre vie, quoi. Et si la science, au lieu de protéger les animaux, ou faudrait-il dire les animaux non humains, avait parfois contribué à rendre leur souffrance invisible? Je m'appelle Séverine Marron. Aujourd'hui, dans Face à Face, nous recevons Sam Ducourant, philosophe des sciences et chercheuse en sciences sociales. Autrice du livre Bien-être en cage, elle travaille sur les sciences du bien-être animal et sur l'intensification de l'élevage, avec un regard centré sur les poules. Elle interroge la place de la science, des animaux et des humains dans nos sociétés contemporaines. Sam Ducourant, merci d'être avec nous. Je suis Sam Ducourant, je suis ici à l'Université de Liège en postdoc. Et pour d'abord me situer, c'est important pour la suite de cet épisode, donc je suis une femme blanche, issue de la classe moyenne supérieure, très diplômée vu que je suis docteur en philosophie, de la communauté LGBTQIA+. Déjà, le fait que je suis blanche, on va voir, ça a un intérêt parce que les personnes racisées, par exemple, ont beaucoup plus une expérience d'être animalisées. Donc en fait, on compare beaucoup plus les personnes racisées, et là on le voit dans l'actualité, aux animaux, ou en tout cas à des autres qu'humains, quoi. Et voilà, donc j'ai pas cette expérience-là. Donc c'est une sorte de point aveugle que j'ai. Vous insistez sur l'importance de se situer car notre position sociale influence notre manière de penser les animaux et la science. Le fait d'être une femme ou de faire partie de la communauté LGBTQIA+, ça me donne quand même une expérience de ce que c'est qu'être une personne minorisée. Donc voilà, tout ça pour me situer. Et puis bien sûr, à la fin, la situation qui nous intéresse le plus, c'est que je suis une humaine. Donc je domine structurellement tous les autres animaux non humains. Je peux posséder un animal domestique, je peux manger des animaux, etc. Ce que les autres espèces font pas, quoi. On a l'impression qu'en sciences sociales, les animaux, leur langage, leur savoir, leurs interactions avec nous humains sont devenus un sujet à part entière. On parle même d'un tournant animal. Est-ce que c'est vraiment nouveau ? C'est vrai que on dit qu'il y a un tournant animal dans toutes les sciences humaines et sociales, qu'on date différemment selon les disciplines, etc. Mais quand même, il faut dire qu'il y a une longue histoire de la sociologie, de la philosophie politique, de la science politique, qui s'est intéressée aux animaux. Donc dès le 19e siècle, dès les premières contestations du statut exploité ou marchandisé des animaux, il y a déjà des philosophes, des sociologues qui disent les animaux sont des membres de nos sociétés, faut les prendre en compte en tant que tels, faut leur donner un statut politique, des droits, etc. La question animale a été rendu plus visible dans le milieu académique en 1975 par la publication du livre de Peter Singer, Libération animale, Animal Liberation, qui en fait a projeté dans le débat public une question qui était déjà présente dans le débat public, surtout au Royaume-Uni, qui a dit voilà, en fait les animaux, vu qu'ils sont doués de sentience, donc ils sont capables de ressentir de la douleur, du plaisir, etc. Ils ont des intérêts, et dans la morale comme dans la politique, ce qu'on essaye de faire, c'est de calculer la meilleure organisation possible pour qu'il y ait le plus grand bien-être, la plus grande dose de plaisir ou d'intérêt satisfait possible, et la plus petite dose d'intérêt contraint ou non satisfait possible. Et donc, il faut prendre en compte les animaux. Donc, Peter Singer, dans un texte qui est très structuré, logique, argumenté, etc., invite en fait à une société antispéciste. Et c'est à partir de là que, parce que c'est un académique qui est déjà reconnu, etc., qui est philosophe moral, donc il s'inscrit dans une tradition philosophique classique, aussi parce que c'est un homme et parce que c'est un blanc, en fait, il donne de la respectabilité à cette question-là, qui avant était plus reléguée du côté justement des militants et aussi de l'irrationnel, etc. Donc à partir de là, la question animale devient un peu plus acceptable dans le monde académique, et après progressivement,
avec la remise en question de la distinction entre la nature et la culture par les anthropologues, qui nous ont montré, notamment, je pense à Philippe Descola, qui en 2005 publie Par-delà nature et culture, et qui montre que la distinction qu'on a, nous, occidentaux, entre ce qui est naturel et ce qui est culturel, typiquement les animaux, les humains, la politique, la biologie, etc., ces distinctions-là, en fait, elles sont construites, elles sont localement situées. Il y a d'autres civilisations, d'autres cultures qui voient les distinctions à d'autres endroits. Donc, qui, par exemple, considèrent que les animaux, évidemment, c'est des êtres politiques qui prennent des décisions, qui participent au débat public, comme nous on le fait. Et donc ces chercheurs-là, notamment en anthropologie, montrent bien que notre compréhension de ce qui est politique, elle est très localisée, en fait, elle est très située dans notre culture, et qu'elle n'est pas du tout nécessaire, elle n'est pas du tout naturelle, et tout le monde ne voit pas le monde comme ça. Donc progressivement, on a remis en question l'idée que les sciences sociales, par exemple, doivent s'intéresser qu'aux humains. Ce détour par l'histoire des sciences permet de comprendre le cadre dans lequel s'inscrit une controverse très concrète, celle de l'élevage des poules en batterie. En fait, on voit des experts dire l'élevage en cage et l'élevage intensif en cage de batterie est mauvais pour le bien-être animal. Donc ça, c'est une théorie. Mais on a aussi une théorie plus axée sur l'économie qui dit on peut pas faire autrement pour produire et pour assurer la souveraineté alimentaire, on peut pas faire autrement qu'avoir un élevage intensif. Donc on a deux théories qui s'opposent et qui s'opposent au niveau du débat politique. Le tout premier moment moderne de cette controverse-là, c'est dans la Commission européenne en 1979 qu'il y a un programme de recherche qui est mandaté donc par la Commission européenne pour savoir si oui ou non il faut qu'on interdise les cages de batterie. Et donc c'est une instance politique qui demande à une instance scientifique, donc les experts du bien-être animal, de donner leur avis. Donc il y a tout un groupe de scientifiques qui sont financés pour faire des recherches et au bout d'un moment en rendre compte dans un grand congrès qui a lieu à Luxembourg. Et on voit là en fait que les scientifiques entrent en controverse sur qu'est-ce qu'il faut recommander. Et on voit bien qu'en fait, il y a des controverses sur les concepts. Qu'est-ce que c'est que le bien-être? Qu'est-ce que c'est que être adapté à son environnement? Qu'est-ce que c'est que la souffrance, etc. Tout des controverses qui sont au niveau scientifique sur les concepts. Comment est-ce qu'on mesure la souffrance? Comment est-ce qu'on mesure le stress, etc. Mais qui à la fin relèvent d'une controverse d'experts, c'est-à-dire de scientifiques qui prennent part aux politiques, qui disent oui ou non, on interdit les cages de batterie. Le cas des poules est intéressant car c'est sur leurs conditions de vie que va être rédigée la première directive européenne sur les animaux d'élevage. Pourtant, on voit que la production d'œufs génère encore beaucoup de souffrance à l'heure actuelle et on n'en a pas toujours conscience. En fait, les poules, c'est un sujet qui est très intéressant, d'abord théoriquement parce que moi j'ai travaillé pas seulement sur les poules mais sur la production d'œufs, alors que il me semble que l'argument du fait que la production de viande c'est moralement mal et c'est politiquement à bannir, il est un peu classique quoi, c'est-à-dire que là on tue des gens quoi, et donc que le meurtre, l'assassinat organisé, planifié, programmé, etc. est aussi extrêmement violent puisque à cause de l'intensité de l'élevage et donc des cadences qu'il y a dans les abattoirs, etc. Il y a énormément de violence. Ça, c'est classique et c'est quand même reconnu par la plupart des gens. En fait, la production de viande, c'est quelque chose qui est moralement critiquable, quoi. Mais par contre, la production de produits animaux qui se relèvent pas directement de l'assassinat, donc les œufs, le lait, etc., c'est quelque chose qui est encore pas très clair dans l'esprit des gens quand je parle avec des gens lambda. Qu'en fait là aussi il y a énormément de souffrance qui est créée quoi. C'est-à-dire que faire pondre un œuf à une poule, ça a l'air complètement naturel quand on y pense comme ça, mais quand on analyse concrètement les conditions d'élevage, on se rend bien compte que pour tout un tas de raisons, le simple fait de pondre un œuf qui a l'air naturel, en fait crée de la souffrance. Parce que les poules sont sélectionnées génétiquement avec des fortes pressions de sélection pour pondre beaucoup plus d'œufs que ce qu'il faut. Et donc en fait, ce qui pompe leur quantité de calcium et crée des carences, donc ce qui mène ensuite à des fractures d'eau beaucoup plus
fréquentes, etc. Donc en fait, tout ça crée beaucoup plus de souffrance, alors qu'on a l'impression que la production d'œufs, finalement, c'est pas si grave, quoi. Et en plus, bon, je vais pas faire tous les détails de ce qui crée de la souffrance et ce qui est cruel dans la production d'œufs, mais le fait que les poules sont tuées très rapidement, en fait, on les élève la plupart du temps 2 ans, quoi. Donc la première année de ponte, puis une deuxième année où elles sont très productives, et quand la productivité commence à descendre, on les envoie sur le secteur de la viande, quoi. Et donc avec toutes les souffrances que ça crée. Dans vos travaux, vous montrez que la science n'a pas toujours aidé la condition animale et qu'elle a parfois produit même de l'ignorance. On croirait que les scientifiques du bien-être animal font de la science pour le bien-être animal, donc pour améliorer la condition animale. Peu importe leurs intentions et peu importe leurs croyances, ce qui se passe concrètement dans la production de connaissances sur le bien-être animal, c'est au contraire une sorte de production d'ignorance. Donc par exemple, dans le cas que j'évoquais tout à l'heure de la commission qui mandate des experts pour savoir, bon, est-ce qu'on interdit les cages ou pas, les scientifiques sont tous d'accord, c'est unanime que l'élevage en cage, dans des cages toutes petites, ça crée de la souffrance. Il y a un consensus dès cette époque-là, au moins le début des années 70, mais en fait, on pourrait considérer que même sans consensus visible dans la littérature, etc., il y avait déjà un consensus avant sur les besoins comportementaux, par exemple, des poules. Donc les poules, c'est connu à l'époque déjà, il y a un besoin comportemental de pouvoir secouer ses ailes, ce qu'elles peuvent pas faire en cage parce que les cages sont trop petites, de pouvoir prendre ce qu'on appelle des bains de poussière, donc en fait gratter la terre et pouvoir mettre de la poussière ou du sable dans leurs plumes pour se nettoyer. C'est comme ça qu'elles se nettoient, comme on voit les chiens, les chevaux se frotter dans le sable ou dans la terre, etc. Et que ces besoins comportementaux, si on peut pas les satisfaire, ça crée de la souffrance. Donc ça, il y a un consensus sur ça. Il y a un consensus sur le fait que de pas pouvoir bouger, pas avoir de mobilité, ça crée aussi énormément de souffrance. Sur le fait que la sociabilité complètement déréglée qu'il y a en élevage intensif, donc soit que les poules soient en cage individuelle et donc en fait peuvent interagir au travers des barreaux avec leurs autres congénères, mais pas vraiment interagir, ou alors qu'elles soient en plus grand groupe dans des cages ou même dans des volières ou même en accès au sol. Le fait d'être dans des immenses groupes, quoi, de milliers de personnes, ça dérègle complètement le tissu social, et ça fait qu'en fait elles vivent en permanence dans une anxiété sociale, comme nous si on devait vivre dans une fosse de concert remplie toute notre vie, quoi, et manger, se laver, etc. Voilà. Donc on imagine bien ce que ça peut faire comme anxiété sociale. Donc tout ça, on savait, mais on a préféré dire qu'on n'en savait pas assez. Les scientifiques dans le congrès de 1980 disent en fait c'est compliqué, on aurait besoin d'avoir plus de connaissances, faudrait qu'en fait on soit que le projet de recherche soit prolongé encore 5 ans ou 10 ans pour vraiment pouvoir dire ce qu'on en pense. Donc ça fait 2 choses. D'une part, le Conseil européen, donc qui est décisionnaire, dit ok, on n'a pas assez de connaissances, donc on va quasiment rien faire. Donc la directive européenne qui en découle, donc, encore une fois la première directive de protection des animaux, tout le monde dit c'est génial, enfin l'Europe protège les animaux, l'Europe contraint les États membres à protéger les animaux, etc. Le contenu est minimal, quoi. C'est-à-dire que la surface minimale qui est allouée à chaque poule augmente quasiment pas par rapport à ce qui était déjà pratiqué à l'époque. Parce que les éleveurs savaient bien, en fait, qu'il y avait une surface optimale où on serrait le plus possible les poules sans pour autant qu'elles meurent toutes d'être trop serrées, quoi. Et cette surface minimale optimale, c'est celle qui est validée par la directive européenne. En fait, le bien-être animal change pas drastiquement avec cette directive. Donc, d'une part, le fait que les scientifiques soient frileux à donner une conclusion claire et radicale sur l'élevage en cage, c'est mauvais pour le bien-être. Alors même que c'est des scientifiques du bien-être, ils le savent, ils pourraient le dire. Et dans le congrès, il y a des personnes qui disent « Attendez, peut-être que sur les détails, on n'est pas d'accord, etc. » Mais tout le monde est bien d'accord quand même que l'élevage en cage tel qu'il est pratiqué, c'est de la torture pour les animaux. Et tout le monde dit « Oui, bien sûr, mais là, en fait, on peut pas dire ça, ce serait beaucoup trop radical, etc. » Donc le fait que les scientifiques soient frileux, ça permet aux politiques de dire « Ok, on va rien faire. » D'une part. Et en plus de ça, ça projette les scientifiques
dans un rapport justement à leur conclusion, à leur savoir, qui est dépolitisé, où ils disent nous en fait on a juste besoin de faire plus de sciences, de comprendre plus dans les détails ou de faire plus de sélection génétique. Et les scientifiques se jettent aussi sur la possibilité par la sélection génétique, donc, qui à l'époque était en boom, quoi. La découverte de la structure de l'ADN, c'est dans les années 60. On commence à faire des hybridations bien maîtrisées, etc. Donc en fait, il y a une promesse technoscientifique de pouvoir faire de la sélection génétique encore plus efficacement qu'avant, et notamment en fait de pouvoir créer des poules qui seraient bien en cage. Ça crée un double standard. Donc d'une part, en fait, ils gonflent leurs possibilités, et d'autre part, ils minimisent complètement leur savoir en disant pour l'instant on ne sait pas vraiment, c'est vrai que le bien-être c'est quelque chose de compliqué, vu que c'est adaptable et qu'on peut faire de la sélection génétique, on a besoin d'avoir des programmes de recherche de plus grande ampleur, de comparer des plus grands nombres, de sélectionner des plus grands nombres, etc. Et donc ils disent pour l'instant on sait très peu de choses. Alors que, comme je l'ai dit, le consensus de l'époque est déjà tout à fait clair, tout le monde est d'accord, les cages de batterie, on peut pas parler de bien-être animal. Et donc avec ce mécanisme, les pratiques d'élevage en batterie se perpétuent et deviennent même légales. Le cas des poules n'est pas une exception, mais un exemple emblématique d'un mécanisme de production d'ignorance qu'on va retrouver dans d'autres secteurs, par exemple celui du tabac. Alors même que les grandes entreprises du tabac avaient mis en place des centres de recherche sur le cancer, sur la cancérologie, etc. Et donc donner toute l'apparence de produire de la science, de produire de la connaissance, qu'en fait leur stratégie c'était plutôt de noyer dans un flot de connaissances justement sur la cancérologie, sur les causes du cancer, notamment en disant les causes du cancer, il n'y a pas que le tabac, mais il y a la pollution à cause des transports et des gaz à effet de serre, il y a la pollution dans les intérieurs des logements à cause des peintures, etc. Donc il y a cette sorte de noyade des faits dans tout un tas de faits, quoi, qui est une stratégie consciente des industriels du tabac pour noyer quelque chose une connaissance qui était déjà consensuelle chez les experts de la fumée du tabac est cancérigène et la nicotine est addictive. Donc vendre des cigarettes avec du tabac, c'est vendre de la mort et c'est rendre les populations addictes à quelque chose qui va les tuer. Et donc en fait, c'est une aberration politique. Ça devient un cas d'école pour tout un tas d'autres industries qui créent de l'ignorance. Par exemple, sur les gaz à effet de serre, on a le GIEC, donc un groupe d'experts international qui pose un consensus clair sur le fait que les gaz à effet de serre sont causés par des raisons anthropiques, donc par les comportements humains, quoi. Là, on a des experts qui se réunissent, posent un consensus clair, et en fait, par ailleurs, il y a de la production d'ignorance par les industriels et aussi, donc comme dans le cas de l'Europe, par les États et par les régulateurs de marché. Et donc dans le cas du bien-être animal, on voit bien les scientifiques qui sont dans une situation, qui ont ce double standard-là, mais qui aussi sont dans une situation, donc les années 80, on a encore le souvenir de la guerre, des famines, du rationnement. Donc c'est compréhensible que les scientifiques de l'époque soient encore dans un mode de pensée productiviste, alors que maintenant on peut questionner ça, quoi. On a bien vu les effets de la surproduction. Le contexte a changé, mais les pratiques beaucoup moins. Derrière les labels de bien-être animal, on voit du welfare washing. Même si la plupart des grandes entreprises ou des grands distributeurs disent on lutte pour le bien-être animal, mettent des photos de poules qui se promènent dans l'herbe, des groupes de 2-3 poules, etc. Ça, c'est des relations publiques, c'est de la publicité, mais derrière les labels de bien-être animal, derrière les lois sur le bien-être animal, il y a une permissivité totale et en fait, on reste dans l'exploitation et dans la création de souffrances à un niveau industriel, quoi. Vous invitez aussi à prendre de la distance avec les paroles des scientifiques. Les scientifiques ne disent pas tout ce qu'ils savent, on ne disent pas l'entièreté du consensus à chaque fois. La formation scientifique, donc comme je le disais même dans ma présentation, elle vient avec des biais en fait. Et notamment les concepts scientifiques de bien-être animal, de stress, ils sont construits justement en rapport avec la production industrielle d'animaux, notamment parce que les scientifiques, pour mettre en place leur savoir, ont besoin
de faire des expérimentations sur des grands nombres d'animaux. Pour ça, il faut qu'il y ait une production de grand nombre d'animaux. Et en fait, il faut une production industrielle. Et donc, l'histoire que je fais, c'est une histoire des sciences du XXe siècle, avec l'étude de cas des poules et des animaux en général, montre bien que, en fait, industrie et science, comme on les comprend aujourd'hui, c'est un peu deux faces d'une même pièce. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut jeter toutes les sciences à la poubelle et jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que, comme on le voit bien, moi tout ce que je dis sur ce que c'est que le bien-être, la sentience, la souffrance des animaux, ça se base sur les travaux scientifiques. Mais en fait, on peut considérer qu'il y a une science mainstream qui est pieds et poings liés avec l'industrie, et qu'il y a d'autres pratiques scientifiques qui sont possibles et qui ont déjà été mises en place, qui s'appuient pas nécessairement sur la production industrielle d'animaux, sur des grands nombres et sur l'utilisation de cages, etc. Mais qui nous permet quand même de comprendre ce que c'est que les besoins des animaux, ce que c'est que la souffrance, la sentience, etc. Vous l'évoquez, il y a de nombreux projets qui s'intéressent aux études multi-espèces, qui prennent en compte le fait que les animaux sont sentients, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'éprouver de la douleur, du plaisir, des émotions. Arrêtons-nous sur le projet ACAB auquel vous contribuez. Le projet ACAB, donc ACAB, ça signifie Human Animal Collectives Assisting the Biosphere, donc des collectifs humains-animaux qui assistent ou viennent en secours de la biosphère, donc de l'ensemble du vivant, quoi, en quelque sorte. Ce projet, c'est un projet de sociologues et d'anthropologues qui font du terrain, donc ils vont analyser des terrains, des pratiques, quoi, multi-espèces. Donc on a le cas de Swat Brunel, qui est doctorante, qui va dans des sanctuaires, donc qui sont des endroits où des humains élèvent des animaux qu'ils ont recueillis, soit parce qu'ils ont été sauvés d'élevage industriel, soit parce qu'ils ont été abandonnés, etc. Et les élèves dans ce qu'on appelle un sanctuaire, justement parce qu'il est complètement séparé de toute notion de productivité. En fait, on les élève pas ni pour leurs œufs, ni pour leur viande, etc., mais simplement pour vivre avec. Soit Brunel crée des connaissances sur ce que c'est que les relations humains-non humains, sans pour autant les exploiter, en fait, vraiment hors de tout système d'exploitation. On a ensuite d'autres terrains. Il y a un terrain en Mongolie où en fait on étudie des groupes d'éleveurs, notamment de chèvres, et qui font leur choix de nomadisme, quand est-ce qu'on bouge, où est-ce qu'on va, etc., en prenant en compte l'expertise que les chèvres ont, en fait, et en analysant les mouvements des chèvres, comment elles se regroupent, comment elles s'écartent. Les humains ne font que suivre des décisions politiques pourtant, parce qu'elles impliquent des changements de lieu, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le type de terrain qu'on fait dans ACAB, et à partir de ça, on essaye de comprendre ce que ça peut être un collectif interespèces ou multi-espèces, donc avec des animaux humains et des animaux non humains, qui pourraient prendre des décisions politiques. Avec la question derrière de l'anticapitalisme, donc comment on fait collectif politique pour lutter contre le capitalisme, dans un monde où on sait que le capitalisme est une cause d'énormément de souffrances, de dommages, etc., en luttant ensemble avec des animaux non humains, qui n'ont pas les mêmes modes de représentation du monde, les mêmes modes de lutte, de résistance, etc. Avec le projet ACAB, vous nous invitez à déplacer le regard, à ne plus penser uniquement à partir des humains et de leurs décisions. C'est une autre manière de voir le monde et peut-être aussi une invitation à repenser notre place, à nous situer autrement. Merci beaucoup Sam Ducourant, merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un autre face à face.